et bienvenue dans notre émission. Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Valentin Brett. Valentin, bonjour. Bonjour Choumi, merci beaucoup. Eh bien, Valentin, tu es le sujet de cette émission aujourd'hui, c'est la préparation mentale. Tu es donc ce qu'on appelle un préparateur mental, on va en parler. Préparateur mental pour entrepreneurs, il y a aussi pour sportifs, et on va voir quelle est la différence. Alors, je vais bien sûr te donner la parole, mais juste pour te présenter brièvement, d'abord dire ton âge, tu as 22 ans, ce qui est très jeune par rapport aux invités que j'invite d'habitude, qui sont plus âgés, et pourtant tu as commencé, donc c'est pas l'expérience qui te manque, puisque tu as commencé déjà à l'âge de 14 ans dans le développement personnel, et à faire de l'accompagnement dès l'âge de 16 ans. Donc c'est un beau parcours et tu continues encore. Alors petit à petit, tu t'es spécialisé dans l'accompagnement de projets d'affaires, transformation des difficultés, des choses que les gens rencontrent sur leur parcours. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu es arrivé là, quelle formation tu as suivi? On va en parler aussi, puisqu'on était dans le même institut, avec Robert Larsonneur et Dominique Lébert, donc c'était intéressant d'en parler aussi. Alors je te laisse la parole, Valentin, c'est à toi. Alors merci beaucoup. Alors en fait, moi, à mes 14 ans, il y a eu un déclic principal, ça a été le décès de mon père. Okay. En fait, j'allais pour faire des études pour être chef de projet en informatique, et il se trouve que c'était le métier de papa, et que je voulais faire comme papa, parce que je ne savais pas ce que je voulais faire au fond. Et au final, quand il est mort, du coup, à l'âge de 56 ans, un an après le début de sa retraite, je me suis dit, est-ce que vraiment c'est ce que j'ai envie de faire? Est-ce que vraiment j'ai envie de mener cette vie-là? Et je ne vais pas mener un discours anti-salariat, pas du tout, comme on entend beaucoup dans le développement personnel. Je trouve que le salariat est une très belle chose, mais juste que ça ne me convenait pas de rester notamment dans un bureau. J'avais besoin de contact, j'avais besoin de me développer. Ouais. À cette période-là, j'étais très timide. De l'adolescence, forcément, il y a le rapport aux femmes qui rentre en jeu, et j'avais aussi cette envie d'être à l'aise avec les filles qui me plaisent. Donc je me suis intéressé au développement de la confiance en soi, et je me suis intéressé à la séduction, à la communication, parce qu'au final c'est la même chose, et c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé le développement personnel. Voilà. Super, très très bien. Donc c'est grâce aux filles finalement que tu arrives à avoir cette confiance en toi, et puis grâce aux échecs amoureux, tout à fait. Des échecs amoureux, mais des échecs qui sont des succès finalement après. Oui. Parce que si tu n'avais pas ces échecs, tu ne serais pas ici aujourd'hui, je pense. Alors donc je te laisse continuer dans ce développement. Voilà, après je me suis du coup intéressé au développement personnel. Vraiment, ça prenait une grande partie de mon temps, c'est devenu une vraie passion rapidement, à tel point qu'en fait, à mes 16 ans, donc j'ai fait un bac pro service de proximité et vie locale, donc à la base pour être un animateur spécialisé. Et il se trouve que dans ce bac, on a des oraux, voilà, pour raconter un peu nos stages. Et les personnes de ma classe souffraient beaucoup du stress avant les oraux, donc ça m'arrivait parfois de leur faire des protocoles de coaching, de relaxation, pour les aider à vivre un peu mieux le moment de l'oral, de l'examen, tout à fait. Et moi-même, j'utilisais ces méthodes sur moi, un peu comme un sportif de haut niveau. C'est là qu'on voit le parallèle que tu as fait tout à l'heure. Bien sûr. Et à force, en fait, de faire ces accompagnements, je me suis dit, mais vraiment, j'en parle tout le temps, j'y pense tout le temps, et je kiffe faire ça. J'ai rien à perdre à commencer à me former, tester des choses, et juste me dire, au moins, j'essaye. Et du coup, à partir de mes 18 ans, j'ai utilisé une grande partie de l'héritage que j'ai eu suite au décès de mon père pour me former, et notamment en praticien PNL chez France PNL, donc avec monsieur Robert Larsonneur. Oui, tout à fait. Donc on a suivi un peu le même parcours. Moi, j'ai fait dans l'hypnose et toi dans la PNL, qui est très très voisin de toute façon. Et donc, grâce à la PNL, ça t'apprend aussi à pouvoir aider les gens et avoir beaucoup d'outils très très puissants dans l'avancement de leur projet. Oui, tout à fait. En fait, moi j'aime bien cette optique qu'un cerveau, c'est un cerveau, qu'on accompagne un adolescent à passer son bac, ou qu'on accompagne un entrepreneur à faire une prise de parole en public. Au final, les enjeux psychologiques sont très proches, la pression est très proche, vu qu'au final,
le jeune va percevoir le bac comme quelque chose d'immense, que s'il le rate, c'est hyper grave, il s'en remettra jamais. Ouais. Au même titre que l'entrepreneur qui se dit, si je rate cette prise de parole en public, je vais pas signer des contrats à des millions d'euros. Ouais. Et au final, c'est la même pression, la même gestion de la pression. Exactement. Et donc, dans ton parcours, tu as commencé à aider et à préparer des entrepreneurs, des hommes d'affaires. Qu'est-ce qu'ils disaient par rapport à la différence d'âge te concernant? Et bah, étrangement, j'ai pas eu trop de soucis avec ça. Ok. Il y a des personnes, au contraire, qui sont devenues mes clients parce que j'étais jeune. Et soit c'était des jeunes entrepreneurs qui voulaient démarrer un business, donc ils se reconnaissaient en moi. Soit c'était des personnes qui, comme on a eu la discussion, comme toi, m'ont dit, ça m'impressionne la mentalité que tu as à ton âge, j'ai envie que tu m'accompagnes. Et au final, je pense que le fait d'être jeune m'apporte beaucoup d'avantages en termes de coaching. C'est-à-dire que justement, j'ai pas tous ces biais psychologiques de « Ah, c'est pas possible de faire ça ». Ouais. Dans le monde de l'entreprise, ça fonctionne pas comme ça. Ouais. Au final, j'y connais rien. Exactement. Oui, on n'a pas besoin de connaître. On n'a pas besoin de connaître. Le business lui-même. Et juste, en fait, je pose les bonnes questions avec un recul qui est maximum. Vu que j'y connais rien, je me dis, en fait, c'est mon client professionnel dans la situation. Bien sûr, bien Et sûr. c'est comme ça qu'au final, mon âge a fini par me servir. Tout à fait, extraordinaire. Donc, la préparation mentale, c'est le sujet de l'émission. Qu'est-ce que c'est la préparation mentale? On sait qu'on doit être préparé, on sait que tout se joue dans la tête. Et qu'est-ce que c'est pour toi la préparation mentale? Alors pour moi, la préparation mentale, c'est juste le fait de s'entraîner à développer des compétences mentales et émotionnelles. Pour moi, je sépare en deux catégories de préparation mentale. Et en fait, la préparation mentale, à un moment donné, par exemple, je viens ici à la radio, je sais qu'il va y avoir un certain niveau de stress, qu'il va y avoir certaines complexités, je me prépare à affronter tout ça et à faire ça dans la meilleure fluidité possible. C'est la même chose avec un examen, avec par exemple demander une c'est pas la même chose à la radio, on est très très bienveillant. C'est plus cool. C'est plus cool, on est sympa à la radio. Mais c'est le même exercice Oui, que par sûr. exemple, si on prend quelqu'un qui est salarié, quelqu'un qui veut aller demander une augmentation à son patron, Ouais. c'est un moment donné. Voilà. Le deuxième type, c'est plus l'entraînement émotionnel. C'est comment s'entraîner au quotidien à vivre et à accéder plus facilement aux émotions plutôt aidantes comme la gratitude, la puissance, la détermination, la certitude ou la joie et l'enthousiasme. D'accord, ok. Et donc, tu as ces deux types de clientèle ou deux types de préparation? Pour moi, c'est deux types de préparation. Deux types de préparation pour le même client? Pour le même Pour le client. même. Pour moi, c'est ultra complémentaire. C'est-à-dire que régulièrement dans la vie, on va avoir des événements auxquels il va falloir se préparer C'est ça. et pour lesquels il va falloir développer des compétences. Là, le premier outil va servir pour cet événement-là. Et le reste du temps, comme un sportif de haut niveau, l'objectif c'est pour l'entrepreneur que j'accompagne de tous les jours faire son entraînement émotionnel pour élever sa capacité d'accessibilité des émotions. Donc, par exemple, si tu peux nous donner des exemples de méthodes, de méthodologies que tu utilises, est-ce que tu vas leur donner des choses à faire, des devoirs à faire à la maison dans le cadre de cette préparation? Comment ça se passe? Et est-ce que tu prépares aussi des sportifs ou bien tu restes uniquement dans le monde des affaires? Je reste dans le monde des affaires pour deux raisons. C'est que d'une part, ce qui m'intéresse en fait, c'est la création de projets. Okay. C'est pour ça que j'ai choisi l'entrepreneuriat, c'est pas pour rien, c'est que j'aime voir un projet se créer et voir comment on dépasse toutes les difficultés liées à ça. Okay. La deuxième raison, c'est que pour faire la préparation mentale de sportif, il y a beaucoup d'enjeux à gérer pour lesquels je ne suis pas du tout formé. Je pense notamment à l'enjeu de la blessure. Voilà. Si je ne peux pas accompagner un sportif qui se blesse, je ne peux pas accompagner un sportif tout court, vu que c'est récurrent dans le sport. Ouais. Ensuite, pour la méthodologie, on va pas rentrer dans trop Non, de la on va précision. rester simple, Voilà. mais dans les grandes lignes, en tout cas, que les auditeurs puissent comprendre que, en fait quand on fait du coaching, ou même en hypnose aussi, je parle de cas où j'ai eu plusieurs fois des étudiants, des examens à passer, que ce soit bac ou des examens d'autres types, même un examen médical ou une opération, il y a aussi une préparation mentale à faire et elle demande d'une part de la méthodologie et d'autre part ce que j'appelle les homework, donc de ce qu'ils doivent faire chez eux tout seuls pour pouvoir justement
affronter l'événement qui va arriver à eux. Tout à fait. Voilà. Déjà, pour moi, la base, la première question que je vais poser, ça va être quelle est l'intention émotionnelle dans le moment. Je vais prendre l'exemple de la prise de parole en public, vu que c'est intéressant. L'intention émotionnelle, par exemple, pour un speaker, ça va être de créer de la certitude chez les personnes. C'est ça. Pour partager une émotion, il faut commencer par la vivre. Ouais. D'accord ? Donc on va commencer par identifier l'émotion qu'on veut vivre et partager. Moi, ici, par exemple, comme tu le dis, j'ai 22 ans, ça peut perturber des personnes. Ouais. L'intention émotionnelle que j'ai choisi de travailler, c'est la certitude. Okay. Être certain de mon message, être certain de mes compétences et de ce que je vais apporter. Ça va être intéressant comme question par rapport à la suite. Ouais. La deuxième question que je vais poser, c'est plus la question de l'objectif. Je suis pas forcément pour les objectifs SMART à tire-larigot. Oui. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je me suis fixé un objectif qui est peu quantifiable et que je vais noter d'une échelle de 1 à 10. C'est à quel point les réponses vont être compréhensibles par n'importe qui et à quel point elles vont être applicables dans l'immédiat. D'accord. Voilà. C'est pour ça que c'est important pour moi, afin d'atteindre mon objectif, de ne pas aller trop en profondeur, trop dans la technique neurologique. Oui, bien sûr, parce que on est dans une émission de radio et les gens qui seront intéressés par de la préparation mentale peuvent te contacter ou me contacter. En tout cas, on donnera les coordonnées après l'émission, mais c'est vrai qu'on est ici pour donner une vue d'ensemble de ce que c'est une préparation mentale, et puis on échangera, j'en parlerai également de mon côté. Donc, les bases de ta question, des questions que tu poses, c'est l'intention émotionnelle. Qu'est-ce que le client veut passer comme message ou veut apporter lorsqu'il fait son événement? Voilà, qu'est-ce qu'il veut vivre et partager, tout à fait. C'est ça. Donc il y a l'intention émotionnelle, on l'a dit, il y a l'objectif. Il y a une question qui est plus d'ordre technique du coup, c'est pour vivre correctement ce moment, ça va être quoi par exemple les 10 compétences clés dont la personne va avoir besoin. Ok. Une fois que la personne a listé ses compétences, c'est elle qui doit découvrir ses compétences ou les donner en tout cas. Voilà, c'est elle qui doit les trouver, ouais. C'est selon elle. C'est intéressant de se noter de 1 à 10 sur ces compétences-là. Ça va permettre de savoir quels sont nos points de fragilité, nos pistes d'amélioration en fait pour cet instant. Piste d'amélioration, oui. Voilà. Ça fait partie de la... Ça fait partie de la formation PNL. On y revient toujours. Ce qui va être intéressant là-dedans, c'est que déjà, si la personne a le temps de travailler ses pistes d'amélioration d'ici l'événement, elle va pouvoir le travailler. Oui. Et d'autre part, ça va pouvoir mettre un focus à un moment donné sur la prestation. Je reprends l'exemple de la prise de parole en public. Si le problème d'une personne, c'est qu'elle parle trop vite, et que du coup sa piste d'amélioration, c'est prendre plus le temps d'articuler, de dire les mots, de faire des pauses, et bien elle sait qu'elle va poser son intention spécialement là-dessus. C'est là que ça va être intéressant, c'est que du coup, étant donné qu'on va travailler, je suis ok moi sur le fait de dire sur les faiblesses, et ben ça va fortifier la totalité de sa prestation. C'est ça. Tout en travaillant aussi sur les points forts. Parce que les gens oublient qu'il faut aussi travailler leurs points forts. C'est intéressant de travailler les points forts. Maintenant, moi, là je pars du principe que vraiment on a peu de temps, supposons l'événement est demain. Ouais. On doit travailler un truc, ce sera davantage les points faibles. Bien sûr. Les points forts vont avoir un intérêt, ça va être de se les remémorer pour prendre confiance en soi. C'est ça, tout à fait, exactement. Et donc, tu as cette série de 10 points, des 10 compétences clés de la personne. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a analysé ça, tu vas partir sur le fait je vais partir sur... de les rétablir à 10 sur 10. Si possible. Ça, voilà, si possible. Ouais. Après, c'est pas forcément quelque chose que je peux expliquer ici, parce que c'est vraiment beaucoup du cas par cas, en fait. Oui. Par contre, l'étape d'après est l'étape que je trouve la plus intéressante selon moi. Il y a beaucoup de personnes qui pensent à la loi d'attraction et qui se disent qu'il ne faut pas penser au négatif. Oui. Et en fait, non, il ne faut pas vivre le négatif émotionnellement. C'est plus comme ça que je le perçois en tout cas. Et du coup, l'exercice d'après, c'est ok, c'est quoi les 10 pires situations qui puissent arriver? Je reprends l'exemple de la prise de parole en public, et c'est ça qui m'a aidé à pas avoir de problème par rapport à mon âge. C'est quand je donnais des conférences,
C'est quoi, par exemple, les 10 pires questions, les 10 pires remarques qu'on peut me faire? Et si, par exemple, j'ai quelqu'un dans la salle qui me dit « mais t'es trop jeune, je te prends pas au sérieux ». Ok. J'ai cette situation que j'ai notée, comment je réagis à ça? Ce qui est fascinant, en fait, c'est que quand on prépare le pire et notre réaction au pire, et ben on se retrouve à ne plus avoir, en tout cas beaucoup moins, de charge de stress, parce que le cerveau est préparé à ça. Bien Il y a beaucoup moins d'inconnus. Bien sûr. En fait, si je peux me permettre, l'analogie que je donne, c'est l'analogie d'un soldat d'élite, un paracommando, si tu Tout à veux, fait. qui va en mission et qui va... il sait qu'il y aura des embuscades, il sait qu'il y aura des maisons piégées, il sait qu'il va se faire tirer dessus, mais il a mis sa carapace, il a mis son bouclier, il a mis son gilet pare-balles, il est prêt. Il n'y a pas de surprise. C'est ça. Il n'y a pas de surprise. Donc, il n'a pas le droit à la surprise, en fait. C'est ça, en fait, la préparation mentale aussi, pour moi. Je ne vais pas me faire surprendre. Je peux avoir une bonne surprise, si tu veux, mais je ne vais pas me faire surprendre par... Et c'est très intéressant, cette 10 questions sur les pires situations qui peuvent arriver. Ouais. Après, il y a une autre question un peu contre-intuitive que j'aime beaucoup, qui est assez proche. Ok. C'est quoi les 10, 20, 30, 50 avantages à échouer? Bien sûr, les effets pas secondaires, mais... les bénéfices secondaires voilà. à échouer. En tout cas, faire ce qui, selon vous, peut être perçu comme un échec. Vu que, en faisant ça, ça relève l'enjeu qu'il y a derrière. Et du coup, ça fait accepter au cerveau que j'atteigne mon objectif à 100%, que j'atteigne pas du tout, ce que je pense être un peu impossible, un peu utopiste négativement, on va dire. Dans tous les cas, c'est ok parce que j'aurai les bénéfices secondaires. Avec tout ça, en fait, on travaille sur la globalité de ce qui pourrait perturber le cerveau, perturber la personne dans sa prestation. Absolument. Perturber et faire du bien aussi, puisqu'on va partir aussi sur les bonnes choses. Voilà, on peut tout à fait faire du bien. Derrière, il y a la préparation sur les bonnes choses, oui, qui est de visualiser. En fait, c'est là que on ne peut pas trop rentrer dans le détail, vu que c'est un peu technique. Mais l'exercice intéressant, c'est que ce soit pour la prestation qui se passe bien, pour les difficultés, les challenges qui peuvent survenir, ou pour le pire du pire. C'est vraiment de faire un exercice déjà de relaxation. Je pense que chacun qui écoute la radio ici a ses techniques. Vous pouvez passer par c'est la radio du bien-être ici, donc... Voilà, vous pouvez passer par l'auto-hypnose, par de la respiration, de la relaxation, différentes méthodes. Moi, j'aime beaucoup faire par exemple 3 minutes de respiration et de la connexion à la gratitude, qui est très intéressant. Oui, absolument, très très important. Une fois dans cet état de relaxation, dans les 3 choses qu'on a citées avant, de visualiser avec précision comment on réagit, comment on agit, si ça se passe bien, si ça se passe pas bien, pour préparer, entraîner le cerveau à vivre cette situation. Et c'est là que je vais du coup faire le pont avec la suite, c'est comment on s'entraîne au quotidien. Comment on s'entraîne au quotidien? L'entraînement quotidien, c'est quoi? Comme je t'ai dit, c'est le fait de s'entraîner à accéder facilement à des émotions. Et là, ça va nous servir, vu qu'on va faire cet exercice, mais précisément pour la situation. On va poser une petite base. Oui, bien sûr. Votre cerveau fait très peu, on exagère souvent en disant pas, mais il fait très peu la différence entre le passé, le présent, le futur, le réel ou l'imaginaire. Il y a très peu de différences neurologiques entre ces choses-là. Et je vais prendre par exemple les mères qui écoutent cette radio. Si vous repensez à la naissance de vos enfants, et je sais que simplement ça, je viens de déclencher pas mal de bonheur dans la tête de certaines personnes. Ouais. Parce que le cerveau va sécréter les mêmes hormones, les mêmes neurotransmetteurs. Ouais. À condition qu'ils se remettent dans l'événement, évidemment. À condition qu'on se remette dans l'événement, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un événement très marquant et que du coup, simplement quand je dis ça, souvent, ils sont en plein dedans. Et je trouve ça fantastique de faire ça sur scène, voir les sourires des personnes qui s'illuminent. Maintenant, supposons, on veut s'entraîner à connecter à la certitude. Tous les matins, on va retrouver
un moment, on a été dans l'incertitude. Ça peut avoir un rapport ou non avec ce qu'on veut vivre aujourd'hui, ce qu'on veut vivre au moment donné, au moment pour lequel on se prépare. Par exemple, ça peut être un moment au sport. Vous avez été dans la détermination, dans la certitude que vous allez faire votre série. Ça peut être, moi j'aime beaucoup penser au sport de combat, mais ça peut être pendant une négociation. Un moment où vous avez eu une difficulté et vous étiez ancré dans la certitude. On va reprendre ce souvenir tous les matins, ou des souvenirs qui génèrent la même émotion. Et comme tu dis, on va rentrer dans le souvenir. L'idée en fait, c'est vraiment de se remettre à la première personne. Donc là, si vous pouvez, prenez un souvenir de certitude, de confiance en vous, de joie, d'enthousiasme, l'émotion à laquelle vous voulez connecter. Vous retrouvez l'image de ça, comme si vous le voyez. Et là, on va jouer un peu avec Photoshop. On va imaginer qu'on va rapprocher l'image de nous, qu'on va l'agrandir, qu'on va l'illuminer. On va retrouver petit à petit les sons, on va chercher les sensations. Ça peut être les sensations externes, par exemple les vêtements que vous aviez à ce moment-là, la contraction des muscles, la sensation de l'eau. Ça peut être les sensations internes, comme les émotions, peut-être la circulation du sang si vous le sentiez à ce moment-là, dans certains moments sportifs. Peut-être des picotements dans les jambes, si vous étiez en état de certitude, mais avec une pointe de stress à côté. Et tout ça, en fait, va raviver davantage l'émotion. Ça va réhabituer le corps à sécréter toutes les hormones nécessaires pour l'émotion, et ça va réhabituer le cerveau à faire les connexions neurologiques pour accéder facilement à ça. Absolument. En fait, la répétition pour ancrer, ce qu'on appelle un ancrage, pour ancrer l'émotion positive, de manière à ce que lorsque l'événement arrive, elle aura déjà été faite des dizaines et des dizaines de fois par la personne. C'est ça. Moi, le parallèle que j'aime beaucoup faire, c'est par exemple un sportif de haut niveau qui doit faire du saut en longueur. Ouais. S'il ne s'entraîne pas tous les jours à sauter de plus en plus loin, au moment où on lui demande vas-y saute le plus loin possible, il ne saura pas le faire. Parce que son muscle est atrophié, il ne s'est pas entraîné à ça. Ouais. Et là, c'est comme si tous les jours, vous vous entraîniez à connecter aux émotions que vous avez besoin pour le faire très facilement, parce que en fait, simplement, c'est votre norme, petit à petit. Oui, bien sûr. Ça devient une seconde nature. C'est ça. Ça devient une seconde nature. Et en fait, lorsqu'il va se retrouver devant son examen ou l'épreuve ou ce qu'il doit faire, il l'aura déjà passé. C'est ça. Il l'aura déjà passé mentalement, il a déjà passé, et ce n'est qu'une répétition un peu plus réelle que les autres, mais c'est qu'une répétition dans son cerveau en tout cas. C'est ça. Et ça, c'est assez puissant comme système. C'est très puissant, c'est-à-dire que c'est déjà arrivé aussi bien des clients à moi que personnellement, d'arriver devant un moment et me dire mais c'est bizarre, ça me perturbe, j'ai pas le stress. Oui. Et limite on commence à se dire mais est-ce que c'est normal, est-ce que je suis pas trop détendu, et en fait non, c'est juste que mentalement le cerveau a déjà fait la tâche. C'est ça. Donc en fait c'est beaucoup un travail d'imagination, parce qu'il faut se réimaginer dans la situation, et c'est aussi le travail du rêve. La projection c'est le rêve, j'ai un rêve et je veux le réaliser. C'est ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'interprétation du rêve, elle va se concrétiser, le rêve va se concrétiser selon l'interprétation qu'on va lui donner. Je m'explique. Je veux bien. C'est une parole des sages du Talmud qui dit que le rêve se concrétise selon l'interpréteur du rêve. C'est-à-dire que si tu as un rêve et tu ne connais pas la signification, ne va pas voir quelqu'un de négatif qui risque de l'interpréter négativement, et ça va se réaliser, parce que sa parole va créer la réalité imaginaire, mais elle va se réaliser un peu comme dans la loi d'attraction, puisqu'il a attiré à lui cette réalité en parlant, en interprétant ce rêve-là de cette manière-là. Mais quand tu vas aller voir quelqu'un qui a une bonne intention, donc on revient sur la bonne intention, sur la bonne émotion, et il va t'interpréter ton rêve de manière positive, ce rêve va pouvoir se réaliser alors de manière positive, parce que tu auras réalisé ce rêve-là, et ce sera ta réalité. Et là aussi c'est la même chose, donc la personne rêve
passer cet examen, gagner la compétition, passer son permis de conduire passer un pitch donc de levée de fonds en tant qu'entrepreneur. Et bien, lorsqu'il aura rêvé de ça et qu'il l'aura mis en place dans sa réalité via le rêve, ben quand ça arrivera, il va réaliser son rêve. Ouais, tout à fait. En fait, j'aime beaucoup cette idée justement que le rêve qu'on va avoir en fait va nous conditionner. Oui, parce qu'il va générer des croyances, il va générer des actions. Bien et sûr. Pour revenir du coup sur un exemple classique de préparation mentale, quand vous imaginez votre examen et vous vous dites ça va mal se passer, je vais bégayer, je vais avoir peur, c'est de la préparation mentale. Bien sûr. Non aidante, mais c'en est. Ouais. Et j'aime beaucoup cette citation du coup. Merci beaucoup. Non, avec plaisir, avec plaisir. Et bien sur ce, je pense qu'on peut faire une petite pause musicale et revenir tout de suite après. Merci beaucoup Valentin Brett. Merci à toi. De retour dans notre émission, je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching avec Valentin Brett, préparateur mental d'entrepreneurs et d'autres personnes d'ailleurs pour tout objectif que l'on veut avoir. Merci d'être avec nous à nouveau. Merci à toi. Et dans cette émission, donc on a parlé en première partie de la préparation mentale, qu'est-ce que c'est, comment on y arrive. Et puis, j'aimerais dans cette deuxième partie, peut-être qu'on parle de, finalement, pourquoi une personne, elle fait faire appel à toi ou à quelqu'un d'autre, parce qu'elle a une difficulté à arriver à ce qu'elle voudrait arriver, à résoudre son problème. On a parlé de la prise de parole en public, mais ça peut être toute autre chose. Donc, comment transformer sa difficulté en succès ? C'est ça l'histoire en fait. C'est totalement ça. En fait, petit à petit, à force de me former, je me suis passionné pour le thème de la résilience. Oui. Je me suis passionné justement pour cette notion, entre guillemets, que tout est équilibré. Et qu'en fait, à chaque fois qu'on va avoir un challenge, c'est en fait une opportunité à grandir. Exactement. Cette chose m'a fasciné, ce qui fait que récemment, je me réoriente particulièrement sur ce sujet-là chez les entrepreneurs. Parce qu'un entrepreneur, avant tout, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Oui. Beaucoup de gens ont des fantasmes sur l'entrepreneuriat. Comme je disais, il y a beaucoup de discours anti-salariat, ne soyez pas salarié, soyez libre. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce discours. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, comme le salariat, a des avantages, des inconvénients. Mm-hmm. Et tout le monde n'est pas prêt à vivre les inconvénients de l'entrepreneuriat. Bien sûr, bien sûr. Donc, pour moi, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a particulièrement besoin de résilience, qui a particulièrement besoin de savoir switcher émotionnellement. Parce que qu'est-ce que ça va lui coûter, que ce soit en termes de pensée, temps, énergie ou en termes d'argent, de râler parce qu'un contrat est annulé, de râler parce qu'il est en retard à son rendez-vous. Il va être en retard à son rendez-vous, déjà il est en retard, ouais. C'est le souci premier, ouais. Mais deuxièmement, en plus du coup il va venir stressé ou de mauvaise humeur. Derrière, peut-être que ça va générer d'autres choses dans l'interaction, et que du coup en rentrant il sera de mauvaise humeur, il va s'embrouiller avec sa femme. Donc ça peut faire effet de boule de neige comme ça si on gère mal les difficultés qu'on a au quotidien. A l'inverse, une difficulté bien maîtrisée va permettre de développer des forces et de ressortir plus certain, et au final de se dire peu importe ce que je vais traverser, je vais le traverser et je vais en sortir plus fort. Exactement. Et donc ça demande une méthodologie, ça demande à nouveau des outils à utiliser. Et quel type comment est-ce que tu procèdes ? Alors moi déjà, il y a deux bases pour transformer les difficultés en opportunités. C'est d'une part de maîtriser ses émotions. Ouais. Parce que s'il arrive une difficulté, qu'on est hyper émotionnel, là c'est le cerveau animal en fait qui va agir. On va être en mode fuite, attaque, on ne pourra pas être vraiment productif. Donc la base, on va revenir du coup sur la discussion de tout à l'heure, c'est de s'entraîner à gérer ses émotions, à revenir à des états de calme pour pouvoir repartir à un état neutre, entre guillemets. Et ça va être du coup, derrière, dès qu'il y a le challenge, de se dire, ok, je respire 2 minutes, je me calme, je reprends le contrôle. Tout à fait. Une fois qu'on a fait ça, la deuxième chose, c'est de prendre sa responsabilité, de prendre sa position de leader. C'est-à-dire que quand on vit une difficulté,
Il peut nous arriver, et qu'on soit d'accord, là je vais parler de difficultés, je ne vais pas parler de traumatisme, d'accord, ce sont Oui, bien sûr. deux protocoles différents. Quand il arrive un challenge de la vie quotidienne, un gros challenge, mais qui ne soit pas traumatique, bah, prendre sa responsabilité, c'est pas se dire tout est de ma faute. Voilà, souvent on entend des choses qui peuvent porter à confusion. Ouais. Simplement se poser la question, ok, les choses étant ce qu'elles sont, qu'est-ce qui est en mon pouvoir et comment je peux agir par rapport à ça? Parce que si on commence à être dans une démarche de victimisation, qui a un sens, et c'est ok de le faire pendant 3 minutes, mais après, il faut admettre que c'est un choix. Oui, mais ça ne sert pas à grand-chose non plus. Voilà, ça ne sert pas à grand-chose, et on ne va pas être productif. Tout à fait. Donc prendre ses responsabilités, concrètement, ça veut dire faire des actions, agir. Voilà, ça va être se dire que c'est nous qui allons nous sortir de la situation. Exactement. Et pas une personne extérieure. Qu'on soit d'accord, quand je dis pas une personne extérieure, vous pouvez réfléchir à une solution, vous dire ah bah tiens, telle personne a telle compétence. Je peux la contacter pour lui proposer, lui donner quelque chose en échange. La personne vous apporte de la valeur, mais c'est vous qui faites la démarche de réfléchir, de la contacter, d'y aller. Oui, bien sûr. On l'utilise comme levier, quoi, mais pas comme sauveur. Voilà, tout à fait. Et pas prendre non plus le rôle du coach comme sauveur non plus, parce que ça c'est aussi... on est l'accompagnant, on accompagne, tout à fait. Mais on n'est pas le sauveur. C'est pas à nous en tant que coach de donner les solutions à la personne. Voilà. Déjà parce qu'une solution qui est donnée à quelqu'un, souvent elle est réfutée par le cerveau. Ouais. Le cerveau accepte plus facilement les idées qu'il a lui-même. C'est là tout l'intérêt de poser des questions. Oui, tout à fait. Et donc, justement, une fois qu'on a posé la question, on a posé le problème. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer alors? Alors, moi je voudrais revenir sur le terme poser le problème. Ouais. Je trouve ça très intéressant. C'est que on ne peut pas poser quelque chose dans sa tête. Pour moi, poser un problème correctement, quand j'utilise le mot problème, voyez ça comme une équation. Ouais. Qu'on soit d'accord, pas de charge émotionnelle. Ouais, c'est ça. Mais posez votre équation sur papier, c'est-à-dire, ok, c'est quoi la difficulté que vous vivez présentement? Après, il y a plein d'outils qui sont top. Personnellement, j'aime beaucoup utiliser le mind mapping. Oui. C'est-à-dire, vous allez faire un rond au centre d'une feuille blanche. Dans ce rond, vous allez mettre la problématique que vous vivez. Ensuite, c'est à vous un peu de faire de l'auto-coaching, de vous poser la question, quelle très bonne question je pourrais me poser? J'adore cette question. Elle peut résoudre tous les problèmes pour moi. La fin dans le monde, quelle solution je peux trouver? Ok. Ok. Et par exemple, on va créer des arborescences. Ok, quelles sont les différentes sources de ce challenge? D'où ça peut venir? Une fois qu'on va avoir les sources, c'est qu'est-ce que je peux faire en travaillant le challenge, la difficulté à la source directement. Et en fait, déjà le fait de poser sur le papier, ça va nous permettre de prendre du recul. Oui. Ça va nous permettre d'être constructif. Parce que sinon, on va tourner en boucle, on va ressasser le problème dans notre tête et on va juste être en mode je réfléchis, mais ça va aggraver le problème. Ouais, ok. La deuxième chose que j'adore, c'est la déconstruction. Parce que souvent, quand on est dans une difficulté, on a un peu la tête dans le guidon. On ne comprend pas trop ce qui se passe, on est un peu perdu. Et du coup, le fait de déconstruire les choses comme ça va permettre au cerveau de simplifier, de mieux comprendre les tenants, les aboutissants, et du coup de mieux trouver des solutions adaptées et écologiques. Donc la déconstruction, pratiquement, ça revient à quoi? La déconstruction, ça va être, c'est quoi la source du problème? C'est quoi les sources du problème? Oui. En fait, qu'est-ce qui est en mon pouvoir pour agir par rapport à ces sources? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'inévitable? Par exemple, dans une difficulté du style je me dispute avec ma conjointe parce qu'on a un désaccord en termes de valeurs, je ne vais pas pouvoir changer ces valeurs, je vais pouvoir changer la communication. Oui. Je vais avoir tel point, tel facteur sur lequel je vais pouvoir avancer. C'est ça, ok, d'accord. Pour reconstruire après. Pour reconstruire. Pour reconstruire après. D'accord. Et une fois qu'on a fait ça, combien de temps ça prend? C'est très variable. Vraiment, si on a l'habitude et en fonction du niveau de la difficulté, ça peut prendre 5 minutes. Souvent, le plus dur, c'est de se motiver à se dire « Ok, je prends ma responsabilité et je vais chercher des solutions. » Après, on peut prendre en compte le temps d'action. Bien sûr. Mais juste la déconstruction, ça peut aller de 5 minutes à 1 heure pour des problèmes
très complexe, au même titre qu'une équation très complexe, on peut passer des journées dessus. Mais je pense qu'on va pas passer plus de 72 heures dessus. Ce qui est intéressant quand on a du mal à déconstruire la difficulté, et quand on a du mal à trouver des solutions, c'est se dire, ok, je vais aller courir un coup, je vais prendre un bain, je vais faire quelque chose qui me relaxe en fait, Ouais. et je vais penser totalement à autre chose. C'est ça. Et vu qu'on pose des questions et que le cerveau ne peut pas ne pas répondre à une question, il va se mettre en pilote automatique, et petit à petit, pendant la séance de sport, pendant le bain, ou le lendemain au réveil, C'est ça. on va avoir des éclairs de génie. Et là, c'est intéressant de les noter pour pas les oublier. Bien sûr. Mais c'est d'où l'intérêt des neurosciences également et de savoir comment fonctionne le cerveau. Donc ça, ce sont des moyens et des outils qu'il faut utiliser, bien sûr. Une fois qu'on a posé le problème et qu'on a fait ça, on avance. Voilà, on avance, on pose les actions. Ce que j'aime bien en fait de poser les actions, ça, vraiment, là je reviens plus à l'objectif SMART, Ouais. c'est de se dire, ok, mon action, je l'aurai atteint à quel moment? Quels sont les facteurs que je peux cocher, même si je ne connais pas la situation, qui me font dire, la situation est validée. Alors juste pour les auditeurs, l'objectif SMART, donc c'est S, donc de spécifique, mesurable, atteignable, réaliste dans le temps, réalisable dans le temps. Et puis il faut qu'il soit fun aussi. Hein. Il faut qu'il soit fun. Il faut qu'il soit fun. Les gens doivent aussi s'amuser quand ils le font pour que ce soit un plaisir. Voilà. En fait. D'accord. Et donc une fois qu'on a ça, on peut arriver à avoir l'objectif défini complètement. Voilà, on peut avoir un objectif global, on peut avoir ce que j'appelle plus des objectifs vraiment d'action. Oui. Mais ce qui est intéressant derrière, on revient à quelque chose de proche de la discussion de tout à l'heure, c'est de voir quels sont tous les avantages bénéfiques justement à la situation donnée. Parce que on va poser des actions pour essayer de changer la situation, ok, mais il faut d'abord être prêt à accepter la situation, accepter que c'est peut-être le moment de développer des compétences. Parce que si on a attiré ce problème à nous, Ouais. c'est peut-être qu'on a des incompétences quelque part. D'accord. C'est peut-être qu'on a atteint un nouveau niveau de compétence, et ça c'est quelque chose qui me fascine. Tout à fait. Un entrepreneur, pour revenir sur cet exemple, qui attire des clients, alors, il n'avait pas de clients au moment, maintenant il en a, ça va générer du chaos dans sa vie. Parce qu'il ne va pas avoir l'habitude de gérer autant de clients, il ne va pas avoir l'habitude d'avoir un stress par rapport à son résultat. Et si vous attirez une difficulté à vous, c'est qu'il y a une très bonne raison. Soit vous êtes en train d'évoluer, soit vous êtes en train de stagner et la difficulté est là pour vous pousser Il faut à évoluer. dépasser, quoi. Voilà. Faut dépasser. Voilà. Il faut se dépasser et pour y arriver. Et c'est toute l'approche, elle est là. Parce que les gens, ils prennent les choses négativement alors que c'est pour leur bien, finalement. Mais ils ne le réalisent pas. C'est ça. C'est un peu comme j'adore cette idée de jeu vidéo. Oui. C'est que si le niveau est trop facile, on s'ennuie. Au final, c'est quand il y a de la difficulté et qu'on Exactement. s'amuse. Oui, parce que ça passe. Ça fait un peu mal par où ça passe, mais c'est comme ça qu'on grandit, comme un muscle d'un athlète qui va Totalement. se déchirer pour pouvoir grandir encore plus. Et il faut un peu se déchirer. Voilà. Moi, ce que j'adore avec cet exercice de voir les avantages secondaires à une difficulté, c'est pas de faire l'exercice de manière mentale, surtout si on est quelqu'un où ça marche très vite dans le cerveau, où on trouve très vite, on va dire ouais j'ai compris, ça apporte des trucs. Ouais. Non, ce qui est important dans cette partie, c'est vraiment d'accepter que le fait que ce challenge, il est parfait, jusqu'au point même d'avoir de la gratitude pour cette difficulté. Exactement. Et à partir du moment où on a de la gratitude pour ça, déjà ça fait un bien fou pour le corps. Oui, c'est vrai. Ça fait un bien fou, mais surtout on est davantage capable d'accepter tous les apprentissages, toute l'évolution que ça apporte. Et là, on commence à créer un véritable muscle, pour revenir sur l'analogie, de certitude. Oui. Mais parce que ça apporte de la joie aussi. La gratitude, c'est de savoir tout ce que l'on a, finalement, et même le mettre par écrit, même les plus petites choses, pour dire, ok, merci, j'ai tout ça, et ben je suis en joie d'avoir tout ça. C'est ça. Et justement, en parlant de mettre par écrit, ça c'est un exercice qui est excellent pour se préparer aux prochaines difficultés. C'est juste de prendre des challenges de sa vie, des difficultés qu'on a surmontées, sur lesquelles on n'est plus émotionnel. C'est très important.
comme détail. Ouais, d'écrire ce qu'on a réussi déjà. Voilà, on va noter ces choses-là, et là, on va lister tous les avantages secondaires, tous les bénéfices secondaires, jusqu'à avoir de la gratitude, et pas juste d'être neutre, mais avoir de la gratitude d'avoir vécu cette chose-là. En fait, moi j'aime beaucoup cette phrase de Steve Jobs qui disait qu'il avait mis du temps à connecter les points. Et en fait, là, si vous vivez une difficulté, c'est comme si vous regardiez un film où il y a un cliffhanger énorme, il y a un retournement de situation mais fantastique à la fin du film, et là vous êtes dans les péripéties. Sans les péripéties, le film il est nul. Ouais. Voilà. Mais sachez juste qu'à la fin du film, eh ben, vous serez content d'avoir vu le film en entier avec les péripéties, parce que ça vous permet d'attendre la fin. Tout à fait. C'est le retournement de situation. C'était une belle, très très belle analogie. À peu près le temps donc de ce coaching, de préparation mentale pour un entrepreneur, par exemple, qui désire apprendre ou à parler au public ou à faire autre chose dans sa boîte, qui a un rêve, qui ne sait pas faire. Combien de temps ça prend chez toi? Eh ben, ça dépend. Oui. En fait, aujourd'hui, j'ai 2 offres. C'est-à-dire que je fais de l'accompagnement sur 3 mois, où là, l'objectif, ça va être plus de transformer une difficulté en opportunité, commencer à renforcer la certitude. Voilà. C'est un format que je trouve intéressant parce que du coup, en 3 mois, il y a l'idée de challenge et on se dit, à la fin des 3 mois, on a démonté ce bazar. Exactement. Okay. L'autre programme que je fais, qui est un programme sur 1 an, je trouve intéressant plus pour le côté entraînement justement. C'est-à-dire que pour entraîner son cerveau, on entend souvent que pour créer une connexion neuronale, il faut 21 jours. Oui. En fait, c'est un tout début de sillon. On entend ça aussi beaucoup 3 mois. Oui. C'est pas tout à fait ça, je pense que tu as dû voir ça. Oui, tout à fait. De mémoire, c'était entre 90 jours et 227 jours pour commencer à créer une habitude. C'est vrai, 90 jours. Oui. Voilà, 90 jours au minimum. Ben, c'est ça que j'aime bien en fait, sur le fait de créer un programme sur 1 an. C'est que ce soit au niveau neurologique, même au niveau hormonal, sur 1 an, le corps a le temps de s'habituer, de faire sa norme, le fait de s'entraîner tous les matins à vivre des émotions et à accéder facilement à ces émotions. Ouais. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Pour moi, un programme sur 3 mois, c'est intéressant parce qu'on a le côté challenge, mais à la fin du programme de 3 mois, je suis un peu en mode « Ah, c'est court, j'aimerais bien... Viens, je t'offre 2 ans ensemble et on fortifie. » Oui, c'est vrai, mais ça dépend après de l'objectif de la personne. Si c'est juste un événement ponctuel, il n'a plus besoin d'autre chose. S'il veut passer un examen ou un bac qui arrive, eh ben, il n'a pas besoin de plus. Voilà, mais il y en a qui ont besoin après de plus et sur d'autres événements. Ça peut être. C'est ça, chacun ses besoins, ses envies, son système de valeurs. Je comprendrais aussi tout à fait que certains entrepreneurs n'aient pas envie de voir l'entrepreneuriat comme du sport de haut niveau. Je pense à certains investisseurs qui justement cherchent plus l'automatisation, cherchent davantage la tranquillité, ce qui n'est pas le cas de tous les investisseurs, mais beaucoup je connais en tout cas. Ben, eux, ils vont pas forcément avoir envie de se dire je suis une machine de détermination. C'est ça. Voilà, c'est en fonction de chacun. Donc, est-ce que tu as des exemples concrets que tu peux citer ici de cadres d'accompagnement que tu as fait et qui ont été challengeants pour toi? Quand tu es challenger en accompagnement, c'est une très bonne question. Des exemples des cas de challenge, justement, c'est intéressant. C'était plus sur mes premiers accompagnements, où justement, j'avais pas ciblé les entrepreneurs. Je m'étais retrouvé, j'ai un deuxième exemple génial, je m'étais retrouvé du coup avec des personnes qui étaient pas bien dans leur peau, qui du coup voulaient un coaching confiance en soi. C'était intéressant, on avançait beaucoup au début, et à la fin, en fait, on arrête le coaching vu qu'il n'y a pas de suite derrière. C'est ça. Du coup, je me suis dit, je vais m'intéresser plus à l'accompagnement de projet. Et comme ça, c'est du hyper concret, on voit le truc qui avance. Et à chaque fois qu'il y a un accomplissement, c'est vraiment le produit est sorti, c'est génial, j'adore cette énergie. Deuxième coaching compliqué, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais plus les personnes qui démarrent entre guillemets dans l'entrepreneuriat. Moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner les personnes qui ont les compétences, que ce soit technique, marketing, qui savent trouver des clients et qui justement ont passé un nouveau palier et qui ont du mal à gérer les difficultés de ce palier-là.
C'est ça. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvé avec des clients fantastiques, une expertise dans leur domaine. Je pense notamment à une nutritionniste que j'avais adoré accompagner, mais qui ne savait pas comment faire au niveau marketing. Et le souci, c'est pour ça que je me présente comme préparateur mental et pas comme coach, Oui. c'est que les gens s'attendent à ce que je leur dise quoi faire au niveau marketing. Alors que je suis désolé, si vous attendez de moi, vous êtes tous meilleurs que moi en marketing, je pense. Ouais. Honnêtement. Non, mais chacun a ses compétences et puis ce n'est pas ton job. C'est pas ton. Il y a des coachs en marketing. Voilà, Il y a des coachs en des marketing, accompagnements ils sont en très marketing. bien, ils sont formés pour et puis ils ont les compétences. Il y a des personnes fantastiques. Moi, ce qui m'intéresserait plus, c'est ce que je fais aujourd'hui. Sur mon accompagnement en 1 an, j'ai inclus du neurofeedback. Ah, très bien. Je suis pas du tout formé à ça. C'est une collègue, une amie qui fait ça. Je vais citer Aline Dugaro, qui fait un excellent travail d'accompagnement que tu connais grâce à l'Institut des neurosciences appliquées. Et ben, j'adorerais faire ça avec une pointure dans le marketing. Ça va faire un programme d'accompagnement. Bien sûr. Où pendant 3-6 mois, on accompagne des jeunes entrepreneurs. C'est ça. Oui, tu offres en fait un package complet. C'est ça. Et pour pouvoir accompagner complètement la personne vers son objectif, la réalisation de son potentiel. C'est ça, tout à fait. En réalité. Très très bien, magnifique. Donc du coup, je passe le message, mais je cherche quelqu'un avec qui faire ce genre de partenariat. Si vous êtes une pointure dans le marketing et que ça vous intéresse d'attaquer les difficultés des personnes et d'aider les personnes sur un plan global, contactez-moi, ce sera avec plaisir. Oui, bien sûr, bien sûr. Et les gens peuvent soit te contacter, Valentin Brett sur Facebook ou moi, et donc je donnerai tes coordonnées avec grand plaisir. Donc pour cette préparation mentale, on voit que en réalité, tout, comme on l'a dit au début, tout est dans la tête finalement. Tout est dans la tête. Il y a une grande partie qui est dans la tête, effectivement. Et dans les émotions. Et là, comment ? Et dans les émotions. Et dans les émotions, tout à fait. Moi, j'aime bien dire que justement la réussite se prépare. Ouais. Que personne ne réussit quelque chose sans s'être préparé, sans s'être entraîné. Bien sûr. Pour moi, au-delà d'être dans la tête, vu qu'il y a aussi un aspect technique qui est super important, tout est dans la préparation, dans l'entraînement. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et il faut pouvoir y arriver et prendre conscience. En fait, les gens ont peu conscience du fait qu'il y a des gens compétents qui sont là pour les aider. Et donc, ils peuvent soit te contacter, soit me contacter. On arrive bientôt à la fin de l'émission et je voudrais parler d'un événement qui va se passer le vendredi 18 octobre prochain, de 8h à 14h à l'hôtel Le Roche Hôtel à Paris, qui va justement être un événement pour les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, les managers, et qui commence à partir d'un petit déjeuner jusqu'au déjeuner, jusqu'au spa à la fin, avec des pratiques, des exercices que l'on utilise en neurosciences par 3 coachs spécialisés en neurosciences qui sont des collègues à moi. Et on peut soit voir sur le programme sur le Roche Hôtel ou bien leur envoyer un email à harmonybooster@hotmail.fr pour cet événement qui aura lieu le vendredi 18 octobre. En tout cas, en ce qui nous concerne, je te remercie vivement, Valentin, d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci, c'était un grand plaisir. Et puis aussi une expérience de mise en situation pour se préparer mentalement aussi à cette émission. C'est la première fois que tu venais en radio. Premier passage radio, tout à fait. Donc tu t'es préparé mentalement. Je me suis préparé. Tu as bien réussi ce passage. Et je remercie également Philippe à la technique. Merci. Et puis, je vous rappelle que notre émission a lieu tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois. Je suis joignable sur Doctolib, à Enghien-les-Bains ou à Paris, Gare de l'Est. Merci et à bientôt.